Vendredi 10 décembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous choisir pour vous informer. La tournée présidentielle toujours à la une des actualités. Deuxième jour de la visite du couple présidentiel dans la région Est. Ce dernier, accompagné du secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, s'est rendu sur le lieu du projet Miami pour y voir l'avancée des travaux, lesquels vont bientôt s'achever. Un reportage de Judical Ranjianirin et de Andra Zanjaibé. Le projet Miami, une promesse présidentielle, est en phase de se concrétiser. Les travaux de cette réalisation, qui sera désormais emblématique de Thomassen, s'achèveront en 2022. Le mur en béton qui sert de protection du littoral est complètement achevé. Le terrain de basket et le skatepark de 1700 m² sont en cours de construction. Le bord de Thomassen sera à l'image des bords étrangers, un lieu où on pourrait se détendre, pique-niquer et même un lieu où faire du sport. Les visiteurs seront fascinés, les natifs en seront fiers. Mais les commerçants du bord, qui se réjouissent plus de ce projet Miami, car un vaste espace leur est réservé pour leur activité. Ces derniers ont même bénéficié d'une formation dans le cadre de l'amélioration des services. Le projet présidentiel, dénommé Miami, fera également la promotion de Thomassen, mais va surtout contribuer à développer l'économie de cette ville. Le secteur du tourisme, du commerce et de l'art vont également se développer à travers la création d'emplois pour les jeunes. Toujours dans ce cadre, la route nationale numéro 5 reliant Sonyerani-Vung et Mananaravaraj va être réhabilitée et va donc être goudronnée entièrement. Le président de la République, Andra Duel, s'y est rendu ce jour pour la pose de la première pierre dans le cadre du début des travaux. Le président de la République a donc poursuivi sa visite dans l'Analandsroof après sa descente dans la région Atsnanan. Toujours un reportage de Judical Ingénierie de Andra Zanjaibé. Mananaravaraj est réputé pour le mauvais état de route qui y mène, mais le cours de l'histoire va changer pour ce district. En effet, la réhabilitation de cette route, la route nationale numéro 5, va enfin être réalisée. Les travaux se feront en deux phases. La première consistera à réhabiliter 75 km partant de Sonyerani-Vung à Vaibé. La deuxième, d'une longueur de 40 mètres jusqu'à Mananaravaraj. Les travaux seront aux normes et comprendront la construction de 10 grands ponts, dont celui de 320 mètres de Sonyerani-Vung. Cela fait des décennies que cette route constituait un cauchemar pour les usagers. Le président de la République, Andra Duel, n'a donc donné l'ordre de finir les travaux en 18 mois, s'ils étaient prévus s'étaler sur 24 mois. La route en pavé en plein centre de Sonyerani-Vung, réhabilitée par la région, a été inaugurée ce jour. Par la suite, le président de la République s'est rendu à Antananarive au CCI d'Ivat pour y recevoir les données collectées durant les 48 heures de colloque pour l'élevage dans le cadre de développement de ce secteur. Des données basées sur les propriétés foncières, la sécurité, la santé animale, les douanes et la gestion. Des résolutions pour lesquelles les agriculteurs, les entrepreneurs, les collaborateurs et l'État malagasy font œuvrer tous ensemble. C'est Sylvain. Pour le grand public, la raison d'être de l'élevage est d'assurer la subsistance. Par contre, pour les éleveurs, il s'agit de leur richesse, de leur source de revenus. Cependant, cette activité rencontre des difficultés, raison pour laquelle ce colloque pour l'élevage a été organisé, une première dans l'histoire de Madagascar. Ce qui a donné l'occasion aux agriculteurs, dont 70% sont des éleveurs, d'exposer leurs maux. En plus des agriculteurs, les opérateurs du secteur de l'élevage rencontrent également des difficultés. Aussi, ces derniers ont des suggestions en ce qui concerne l'objectif du régime actuel, qui n'est autre que l'autosuffisance alimentaire. À cet effet, des mesures seront prises pour que les Malagasy consomment 23 kg de produits d'élevage par personne par an et boivent 60 ml de lait par jour. Lorsqu'on prend connaissance des problèmes, il est plus facile d'accéder à la solution. Le colloque sera alors suivi d'actions. Un élevage prospère et développé sera instauré à Madagascar. Par ailleurs, le gouvernement soutient les agriculteurs et collabore avec le secteur privé également pour atteindre l'objectif fixé. Une deuxième édition du colloque pour l'élevage se tiendra au mois de mai de l'année prochaine, pendant laquelle on présentera un bilan des actions réalisées à l'issue de ce premier colloque pour ainsi poursuivre les efforts déjà déployés.
L'autorité de régulation des technologies de communication ou ARTEC a alloué 7 milliards d'ariars pour la construction d'un centre numérique en 2018. Aucun travail n'a cependant été effectué. Pourtant, la somme d'argent a disparu selon le rapport annuel de la Cour des comptes à annonce ce jour. Ce rapport public a ainsi révélé la mauvaise gestion de l'ARTEC, qui plus est, elle est scriblée d'une dette à hauteur de 25 milliards d'ariars. Ça, Sylvain Sechangianab. Plusieurs irrégularités ont été constatées au sein d'ARTEC, un organisme d'État chargé de la relation des technologies de communication. Des dépenses extravagantes, non conformes aux travaux effectués, qui s'élèvent jusqu'à 30 milliards d'ariars ont été découvertes. Sans compter l'attribution des marchés publics qui n'ont pas fait l'objet d'appels d'offres. La Cour des comptes a ainsi décelé une dépense de 7 milliards d'ariars pour des travaux qui n'ont jamais été effectués. Entre autres, la construction d'un centre numérique et technologique à IVAT en 2018, un centre qui n'existe pas. L'ARTEC a également affirmé avoir construit d'autres centres au sein des 3 universités, toujours afin de justifier le décaissement d'une somme de 3,46 milliards d'ariars. Cependant, ces centres ne font même pas partie du système universitaire. Mis à part ces détournements des fonds publics, l'audit de la Cour des comptes a révélé un mauvais fonctionnement au sein de l'autorité de régulation des technologies de communication. Ce rapport a été envoyé aux responsables. Il est de leur sort de décider de la suite de l'affaire. La bonne gestion est l'objectif, un objectif qui ne doit pas épargner quiconque ne respecte pas la loi. En plus de l'autorité de régulation des technologies de communication ou ARTEC, la Cour des comptes a également effectué un audit du logiciel Augure, ce qui a permis de déceler jusqu'à 116 milliards d'ariars de pertes et de potentiels préjudices financiers. Mais dans un tout autre sujet, le master plan du projet Tanamaswanj a été révisé et modifié selon les besoins et demandes de la population, selon les explications apportées par le directeur en charge de la promotion des logements au sein du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Aujourd'hui, 40% du projet sont constitués d'activités vertes. Ainsi, la plupart des rizières et des cultures ne seront pas touchées par le projet. Cela inclut un contrat avec l'État sur l'utilisation des rizières à long terme. D'un autre côté, la population concernée par les expropriations a le choix entre des compensations financières en terrain ou encore bénéficier des logements construits par l'État. Reportage. Le secrétariat en charge des nouvelles villes et de l'habitat est allé auprès de la population pour recevoir ses doléances et ses souhaits concernant le projet présidentiel Tanamaswanj. Eu égard à ces demandes, le master plan du projet a été modifié et révisé. Si le projet Tanamaswanj devrait être mis en place sur plus de 1000 hectares, il a été réduit à 980 hectares. De plus, la grande partie des rizières et des tombeaux ne seront pas touchés par le projet. Néanmoins, vu que ces rizières sont déclarées domaine d'utilité publique, elles devront rester telles quelles dans le projet et ne peuvent être ni vendues ni constructibles, selon le directeur de la promotion des logements aujourd'hui. Les tombeaux resteront dans le projet, comme ce qui est convenu par les concernés. En outre, concernant les propriétés privées concernées par l'expropriation, les propriétaires ont le choix entre bénéficier d'une compensation financière, d'une compensation en logement, notamment à travers le projet des 320 logements d'Imirtiatousk, ou encore d'une compensation en terrain. Pour ceux qui ont des activités sur le terrain, la compensation sera calculée sur 5 ans afin qu'ils puissent se redresser après l'expropriation. L'État leur dispensera également d'appui technique dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Ils peuvent aussi bénéficier des fonds de développement agricole ou d'élevage. Rappelons que l'évaluation des biens concernés par le projet Tanamaswanj a pris fin le 1er décembre dernier. L'État, par le biais du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, se charge à présent des études de compensation et d'indemnisation des personnes. Lancez également que la grande partie des terrains pour la construction du projet Tanamaswanj à Imirtiatousk est constituée de terrains appartenant à l'État. La production d'électricité dans le réseau interconnecté d'Antananarivo-Ria connaît une baisse de 45% actuellement, selon les explications fournies par les responsables de la JIRAMA ce jour. La sécheresse qui n'a pas été sans conséquence pour les centrales électriques alimentées par les cours d'eau, ainsi que les problèmes techniques de machines productrices d'électricité a un décalé qu'en sont les raisons, ce qui a causé des coupures de courant dans plusieurs fouquetins de la capitale, d'après les informations. Anena Martina Yenzaranjiansu. La société d'État JIRAMA a présenté publiquement ses excuses à ses usagers ce jour, notamment pour les coupures de courant récurrentes ces derniers temps.
Par ailleurs, le directeur principal chargé de l'électricité au niveau de la société a déclaré que la production d'électricité dans les différentes centrales électriques s'élève actuellement à 218 MW contre 347 MW auparavant. D'après les informations, face au tarissement des eaux aux centrales électriques d'Andekalik, de Saint-Nivtch, d'Antelumit et de Manjak, les centrales électriques alimentées par les carburants sont contraintes de fonctionner 24 heures sur 24. Raison pour laquelle les problèmes techniques sont survenus. Aussi, un délestage tournant pendant un court moment a été opéré jusqu'à la résolution des problèmes, toujours d'après les explications du directeur chargé de l'électricité auprès de la Jirama. Des entrevues ont déjà eu lieu avec des entreprises grandes consommatrices qui sont au nombre de 29. Ces dernières ont accepté d'arrêter leur utilisation d'électricité pendant les heures où le nombre d'usagers est à son pic, entre autres à partir de 17 heures. Les soi-disant protecteurs des droits des consommateurs devraient chercher des endroits privés, de préférence en dehors de la ville, pour tenir leurs manifestations afin de ne pas troubler l'ordre public d'après ceux qui exercent leurs activités à Annalakil et ses alentours au micro de nos journalistes ce jour. Ces derniers de préciser l'inflation sévit partout dans le monde, mais surtout que de telles manifestations avec des visées politiques ne sont plus à l'ordre du jour. De ce fait, la manifestation prévue ce jour sur l'avenue du 13 mai n'a pas attiré grand monde. Un reportage de Félin Rakotorsoul. La hausse des prix et du coût de la vie est mondiale, d'après les réactions des personnes au micro de notre journaliste ce jour, Annalakil. Semer le trouble ne fera que rajouter une crise de plus, d'après toujours leurs explications. D'après Rad, les manifestants peuvent manifester, mais ailleurs qu'Annalakil. C'est un trouble à l'ordre public si cela se fait en plein centre-ville, d'après toujours ses explications. Les leaders de la soi-disant protecteur des droits des consommateurs n'étaient pas sur place vers 13 heures, heure de passage de nos journalistes sur les lieux. D'autre part, la vie a continué son cours dans le centre-ville et ses alentours. Les forces de l'ordre à pied ou en voiture ont sécurisé la ville. Les migrations illégales vers les pays à risque, notamment vers les pays arabes, perdurent à Madagascar malgré l'interdiction décrétée par l'État malagasy. De ce fait, le ministère de la fonction publique, avec les organes étatiques concernés, tient un atelier de 2 jours à Ivange pour trouver des solutions à ce phénomène. Atelier visant aussi à renforcer la capacité des participants dans la lutte contre l'immigration clandestine du travail. Reportage. Afin d'appliquer des dispositions légales ratifiées par l'État malgache depuis 2019 sur certaines conventions de travail, à savoir la Convention 181 concernant les agences d'emploi privées, la Convention 189 concernant le travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques, la Convention 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, le ministère de la fonction publique, ainsi que l'OIT et l'OIM qui supervisent la migration de travail et diverses instances concernées, tiennent un atelier de formation de 2 jours à Ivange, atelier visant à solutionner le flux de l'immigration de travail à Madagascar et renforcer les capacités des participants à faire face à ce phénomène. L'OIM en particulier n'a pas d'objectif, mais objectif de manière générale. Je représente aussi actuellement le système des Nations Unies de manière globale et les grandes agences impliquées dans la mise en œuvre de ce programme, le BIT, l'OIM, le HCR et UNODC. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'objectif est réellement d'accompagner le gouvernement par une meilleure gestion sur la migration de la main-d'œuvre. Et cela passe par le renforcement des capacités des acteurs du gouvernement. Ça passe aussi également par la prise en compte des actions, la prise en compte des actions pertinentes en termes d'assistance aux personnes vulnérables, telles que les personnes victimes de traite, les migrants et les réfugiés. Il est à noter que l'immigration de travail à Madagascar est interdite depuis 2015, surtout vers les zones à risque telles que les États arabes. Mais à présent, concernant les actualités internationales, le tout nouveau chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Paris vendredi pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. Il s'agira pour les 2 dirigeants de tenter de s'accorder sur les grands dossiers à venir. Un reportage de France 24. Une Europe puissante dans le monde. L'ambition d'Emmanuel Macron est partagée par le tout nouveau gouvernement allemand. À la veille de la visite du chancelier Olaf Scholz,
La ministre des Affaires étrangères affiche son soutien. Du premier au dernier jour, vous pourrez compter sur le soutien de l'Allemagne, sur mon soutien personnel et sur le soutien de l'ensemble du gouvernement fédéral allemand pour que nous travaillions ensemble à une Europe forte et souveraine. Parmi les dossiers sur la table, la gestion des frontières face aux crises migratoires et la promotion de la souveraineté pour mieux se positionner face à la Chine et aux États-Unis. Son fil conducteur, ça va être de construire cette autonomie stratégique, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'approvisionnement énergétique et bien entendu dans le domaine de la défense et de la sécurité. Autre enjeu, la situation en Ukraine et le conflit qui oppose les séparatistes pro-russes aux autorités du pays. Un dossier au cœur des négociations entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz ce vendredi. Ils étaient entassés à l'arrière d'un camion dans l'espoir d'une vie meilleure. Selon un bilan provisoire, plusieurs dizaines de migrants en situation irrégulière sont morts dans un accident de la route au Mexique. Le drame s'est produit dans le Chiapas, d'après ce reportage de France 24. L'accident est survenu en début d'après-midi sur la route panaméricaine. Il s'agit d'un camion qui transportait au moins 107 personnes dans sa remorque, des migrants dont, vous l'avez dit, la plupart étaient originaires du Guatemala ou du Salvador. Ce camion venait de la frontière sud du Mexique. Il allait vers le nord. Selon des témoins, le véhicule roulait très vite. En sortie de virage, il a heurté un mur. La remorque s'est ensuite renversée et les victimes sont tombées sur la route. Des témoins également affirment que le conducteur a pris la fuite après l'accident. Face au chaos provoqué par le drame, des médias locaux rapportent que les voisins se sont joints au secours sur la route pour apporter leur aide aux victimes. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a réagi sur les réseaux sociaux pour envoyer ses condoléances aux familles. Et les autorités du pays ont déclaré également que les survivants se verraient offrir des permis de résidence temporaire au Mexique pour raisons humanitaires. Cette route, la panaméricaine, c'est l'une des plus empruntées au Mexique par les migrants qui viennent d'Amérique centrale pour remonter vers le nord. Et beaucoup d'entre eux voyagent dans des conditions toujours plus précaires et des conditions toujours plus dangereuses. Plusieurs camions ont été interceptés ces dernières semaines avec des centaines de personnes retrouvées entassées à l'intérieur. Le gouvernement mexicain a renforcé sa présence militaire à la frontière sud du pays. Sur les 10 premiers mois de l'année, plus de 220 000 migrants ont été arrêtés au Mexique par les autorités migratoires. C'est un record absolu. Idem pour les demandes d'asile. Le pays a reçu environ 120 000 sollicitations depuis le début de l'année. Plusieurs caravanes sont parties dernièrement du Chiapas pour remonter jusqu'aux États-Unis. Elles regroupent à chaque fois des milliers de migrants. En fait, depuis des mois, la crise migratoire ne cesse de s'intensifier sur tout le continent, obligeant le Mexique et les États-Unis à devoir repenser plus globalement une stratégie migratoire commune. Le Nicaragua a annoncé jeudi la rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan et la reconnaissance d'une seule Chine dirigée par Pékin, réduisant ainsi à 14 le nombre de pays reconnaissant désormais l'île démocratique. Reportage. C'est une annonce retentissante faite par le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Le gouvernement de la République du Nicaragua déclare qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le Nicaragua se tourne vers la Chine et rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle. Une décision que Taïwan a immédiatement indiqué regretter du fond du cœur, mais saluée par la Chine. Cette annonce intervient alors que les relations entre les États-Unis et le président nicaraguayen Daniel Ortega se dégradent. Washington a récemment durci ses sanctions à son encontre après sa réélection contestée en novembre dernier. Pour les États-Unis, cette rupture diplomatique est un coup dur dans un contexte de fortes tensions avec la Chine. En réaction, le département d'État américain a appelé les pays démocratiques à accroître leurs liens avec Taïwan. Nous encourageons tous les pays qui accordent de l'importance aux institutions démocratiques, à la transparence, à l'état de droit et à la promotion de la prospérité économique pour leurs citoyens à accroître leurs liens avec Taïwan. Taïwan n'est désormais plus reconnu que par 14 pays à travers le monde, dont seulement 3 en Amérique centrale. Mais l'île a aussi trouvé récemment de nouveaux soutiens internationaux,
Fin novembre, la Lituanie est ainsi devenue le premier pays de l'Union européenne à accueillir une représentation diplomatique de Taïwan. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'émission Data. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre fidélité.